Aujourd'hui, je vais commencer la série que j'avais promise sur la fin des empires et sur la question du grand remplacement puisque, je vois ça continue cet été, une série, un grand nombre de gens qui ont le trouillomètre à zéro, convaincus que, nous allons vivre une guerre civile, que les Arabes sont à nos portes avec un couteau dans les dents, que l'immigration va nous submerger et que nous allons disparaître, séance tenante, hein. Je vois que cette campagne de peur, alors qui est alimentée de façon, un peu grossière d'ailleurs, entre, un certain nombre de policiers qui se mettent en grève avec, le parti de l'ordre, et le parti anti-arabe, si j'ose dire, qui relaie très largement la peur. Un certain nombre de publications subventionnées qui font une campagne pour dire, je sais plus dans quel, je préfère ne plus savoir dans quel journal, je lisais un papier, une tribune ou une interview disant: «La France est au bord d'un point de rupture en matière d'immigration». Tout ça est extrêmement agité dans les esprits. Ça nourrit la peur, ça nourrit évidemment l'appel à l'ordre, l'appel à des mesures d'exception et ça évite de parler des vrais problèmes. Je le dis, je vais faire sur le courrier un certain nombre d'articles à partir de maintenant et dès cet été sur, les 2 vrais sujets, que je crois être ceux de notre époque. Le premier sujet, c'est la question de la création d'une monnaie convertible en or par les BRICS qui concurrencerait le dollar et qui, si elle intervient cet été, mais on va voir avec quelle difficulté elle prend forme, si elle intervient cet été, elle modifiera profondément l'ordre géopolitique mondial, hein, et notamment l'impérium américain. Et il y a un deuxième sujet qui est la stratégie bas carbone que Macron doit publier début septembre, au courant septembre, et qui risque de constituer un choc douloureux pour beaucoup de Français, puisqu'il est question de diminuer de 30% la consommation de carburant en 3 ou 4 ans, de façon autoritaire. Et donc, on comprend qu'il annonce une grande initiative politique à la rentrée, puisqu'il va se trouver bien seul à devoir imposer à son peuple des sacrifices pour des raisons totalement lunaires, hein. Bon. Avec, vous le savez d'ores et déjà, une propagande qui est annoncée aussi dure que celle sur le Covid, aussi discriminante, aussi liberticide sur le réchauffement climatique. Pour moi, c'est les 2 vrais sujets, la dédollarisation, les stratégies bas carbone. Cette transition énergétique voulue par le Great Reset de Klaus Schwab et qu'on va décider de nous imposer à coups de fouet. Et pendant ce temps-là, on parle des Arabes, et de la peur de l'immigration et on dit aux gens: «Vous allez disparaître, donc acceptez tout, soumettez-vous, sinon c'est le grand désordre». Donc on voit bien que tout ça est très bien, mené, c'est un travail de pro et je voulais quand même profiter un peu de l'été pour faire une série à moitié historique pour expliquer comment, les empires finissent puisque, je vois bien qu'une grande partie du fantasme du grand remplacement, est très liée au fantasme de la submersion migratoire qui est celui des invasions barbares qui auraient causé la perte, la chute de l'Empire romain et je vois bien que dans beaucoup de Français qui, au fond, sont tributaires de ce qu'ils ont appris à l'éducation nationale, c'est-à-dire pas grand-chose, les Français sont convaincus que l'Empire romain a disparu en 30 ou 40 ans sous l'effet de migrants qui arrivaient, qui franchissaient les frontières illégalement et qui venaient faire des guerres civiles. Et donc, dans l'imaginaire collectif, quand on voit des bateaux traverser la Méditerranée remplis de migrants, qu'on voit ensuite des attentats, des coups de couteau, des émeutes, il y a un raccourci qui se fait et une association d'idées entre l'Empire romain a disparu comme ça et maintenant notre heure est venue. Donc je voulais évoquer ce sujet un peu plus longuement aujourd'hui. Je vais essayer de faire plusieurs numéros, dans la durée d'ailleurs, tout au long du mois d'août, pour expliquer que la submersion migratoire, c'est pas ça. Surtout que la fin de l'Empire romain ne s'est pas produite en ne serait-ce que 40 ou 50 ans, hein. L'Empire romain, ça s'est passé autrement. Donc aujourd'hui, je fais quelques remarques sur l'Empire romain et ensuite, je vais essayer, dans les feuilletons que je vais faire,
de parler de ce que je crois être un sujet essentiel, qui est le rapport au sein de l'Empire romain entre ce que les Romains appelaient les barbares et les citoyens romains eux-mêmes. Puisque, au fond, les difficultés ou les interrogations que nous avons aujourd'hui, les débats sur qu'est-ce qu'on doit faire de nos immigrés, les Romains les ont eus très tôt, dès l'occupation de la Gaule, avant la naissance de Jésus-Christ. Et ce débat a continué tout au long de l'Empire avec des techniques d'ailleurs d'intégration dont nous ferions bien de nous inspirer parce qu'au fond, elles ont plutôt bien marché, elles étaient plutôt intelligentes. Mais aujourd'hui, je vais essayer quand même de dire deux ou trois choses essentielles sur la fin de l'Empire romain pour essayer de rassurer ceux qui se disent: ça y est, c'est fini, nos enfants vivront dans ces soumissions de Welbeck, si vous voulez. Et un président de la République musulman va arriver, et petit à petit, nous allons être complètement dominés par les musulmans et nous allons disparaître. La chute de l'Empire romain ne s'est pas passée comme ça. Et pas du tout comme ça d'abord. Alors ce qu'il faut redire pour ceux qui découvrent vraiment le sujet ou qui le connaissent par Astérix et par les manuels de l'éducation nationale, il faut d'abord avoir quelques éléments très simples en tête. C'est-à-dire que l'Empire romain, il apparaît à peu près en même temps que Jésus. C'est l'an 20 après Jésus-Christ, mais le processus était déjà engagé. Donc l'Empire romain, c'est l'an 0, quoi, pour aller vite. On fait à grosse maille, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire universitaire sur l'Empire romain. Donc l'Empire romain naît au tournant de l'ère chrétienne, en l'an 0. Et il disparaît. Déjà là, c'est un débat. C'est-à-dire qu'en France, on est convaincu que l'Empire romain a disparu. Alors on ne sait pas trop quand, en l'an 400, l'an 500, l'an 600, c'est pas très clair. Alors, il faut préciser que c'est pas vrai. L'Empire romain, il disparaît en l'an 1453, avec la chute de Constantinople, hein, sous les coups de boutoir des Ottomans. Je ferai quelques épisodes sur la chute de Constantinople, parce qu'en réalité, Constantinople est tombée à cause des Occidentaux, qui se sont alliés aux Ottomans pour faire tomber l'Empire byzantin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire byzantin. Mais l'Empire byzantin aurait pu survivre plus longtemps, peut-être pas éternellement, mais si les Occidentaux avaient décidé de soutenir les Grecs, puisque l'Empire de Constantinople, c'était un empire romain d'Orient où on parlait grec, si on avait décidé de soutenir les Grecs au lieu de les combattre et de les affaiblir, l'Empire romain existerait encore, d'Orient existerait encore aujourd'hui. Mais donc l'Empire romain, ce qu'on appelle l'Empire romain, a disparu en 1453. On y reviendra sans doute parce que c'est un sujet qui mérite son intérêt. C'est l'Empire romain d'Occident, hein, la partie occidentale de l'Empire, qui s'effondre vers l'an 500. Alors là aussi, on pourrait en débattre très longtemps. On ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire abstraitement que la partie occidentale de l'Empire romain, ce qui est pour nous l'Empire romain, mais qui n'en était que la moitié, hein, l'Empire romain d'Occident s'effondre autour de l'an 500. Bon, après, on peut discuter 491, blablabla. En l'an 500, l'Empire romain disparaît. Donc l'Empire romain d'Occident a duré 5 siècles. Voilà, à la louche, c'est 5 siècles. Avec des nuances qu'on évoquera dans d'autres épisodes, puisqu'il y a eu une survivance de l'Empire romain d'Occident à un certain temps, qui ne manque pas d'intérêt, qui mérite d'être étudiée d'ailleurs, parce qu'elle est riche d'enseignements, et c'était une période de très grand raffinement. La résurrection de l'Empire romain d'Occident pendant quelques décennies, à Ravenne, est un moment de très grand raffinement artistique. Mais donc, on est sur une période de 500 ans. Or, si j'écoute les gens qui ont le trouillomètre à zéro, les invasions barbares, ça prend 20 ans,
même 10 ans ou même 5 ans, on voit des hordes de barbares arriver, qui vandalisent tout, qui renversent l'empire, et cetera. Ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord parce que dès le 1er siècle, il y a des tensions aux frontières, hein. Ceux qui connaissent, se souviennent de la bataille de Teutobourg savent que, très tôt, les légions romaines ont dû affronter les tribus germaniques et parfois de façon, parfois en subissant de lourdes défaites. Mais on va dire que la première grande pression sur les frontières, elle s'exerce dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, sur la Turquie actuelle, dans la partie orientale de l'Empire, à travers la mer Noire, et ce sont des Ostrogoths qui franchissent la mer Noire pour envahir la Turquie vers l'an 250. Et ensuite, par vagues, il va y avoir des pressions migratoires sur les frontières, avec notamment la fameuse histoire des Huns, hein, d'Attila, qui arrive au début du 5e siècle, c'est-à-dire autour de l'an 400, et qui pousse les tribus germaniques devant lui. Les tribus germaniques, du coup, traversent l'Empire. Mais tout ça commence dès les années 350. Donc, pour un empire qui se termine en l'an 500, on peut considérer que la moitié de la vie de l'Empire s'est faite avec des invasions migratoires, avec une forte immigration. Que la moitié de la vie de l'Empire a été une résistance aux invasions migratoires. Et que les grandes vagues de migration qui vont réellement mettre l'armée romaine en difficulté, elles commencent autour de l'an 350, et que donc la chute de l'Empire romain va durer 150 ans. L'Empire romain d'Occident va durer 150 ans. Et lorsque l'Empire romain s'effondre, l'Empire romain d'Occident s'effondre, l'Empire d'Orient, lui, reste prospère et va durer 1000 ans de plus. Donc il faut très largement relativiser les événements, c'est-à-dire qu'un empire ne disparaît pas du jour au lendemain parce qu'il y a des tribus barbares qui arrivent et qui le disloquent. Un empire met beaucoup plus de temps à s'effondrer. Après, il y a une deuxième question qui est la vraie question de fond, c'est-à-dire que les invasions migratoires, c'est documenté, ça dure 250 ans, 350 ans, et ensuite il y aura l'arrivée des musulmans qui constituera un nouveau choc. Mais est-ce que ce sont les invasions barbares qui ont eu raison de l'Empire romain? Et c'est là qu'il est essentiel de bien se poser les questions et de se poser les bonnes questions. Parce qu'en réalité, c'est une erreur historique de croire que l'Empire romain s'est effondré à cause des invasions barbares. La meilleure preuve, c'est que ces invasions barbares, elles touchaient tout l'Empire, et qu'au fond, l'Empire romain d'Orient, lui, les a très bien surmontés, hein, et est resté très prospère en résistant à ces invasions. Donc, on aurait pu tout à fait imaginer que l'Empire romain d'Occident survive aux invasions, comme l'Empire romain d'Orient l'a fait pendant 1000 ans par la suite. Et donc, la chute de la dislocation de l'Empire romain, son implosion, n'est pas due aux invasions barbares. Ce ne sont pas les barbares qui ont détruit l'Empire romain. C'est une erreur qu'on enseigne à l'éducation nationale, mais historiquement, ce n'est pas à cause des invasions barbares, de ce qu'on appelle les invasions barbares, que l'Empire romain d'Occident a disparu. Les causes sont dans l'avachissement des Romains lui-même. Alors, il y a des milliers de thèses, en tout cas au moins plusieurs dizaines de thèses, sur pourquoi l'Empire romain s'est effondré. Là aussi, je ne vais pas toutes les passer en revue, simplement il faut retenir une thèse qui a marqué les esprits, qui est celle de Gibbon, qui est un historien anglais, qui dit mais en fait l'Empire romain s'est effondré à cause du saturnisme, c'est-à-dire que la vaisselle à l'époque était faite en plomb, et c'était particulièrement vrai dans l'élite romaine, qui faisait beaucoup la fête, qui avait une vie mondaine très développée, et donc qui consommait beaucoup de plats préparés beaucoup de nourriture préparée dans des vaisselles en plomb, et donc qui buvait beaucoup de vin stocké dans des récipients en plomb. Et donc le saturnisme a fait des ravages dans l'élite romaine, chez les décideurs romains, créant des problèmes. Alors tout le monde se souvient de l'empereur Claude au tournant des années 40, je crois, 30 ou 40,
après Jésus-Christ, qui avait de la goutte. Et certains ont dit, il avait de la goutte parce qu'en réalité, il était victime de saturnisme donnant de la goutte. Et il avait des difficultés d'élocution. Le saturnisme donne des difficultés d'élocution, hein. Donc on a un certain nombre d'historiens ont cherché des indices sur la présence de saturnisme dans l'élite romaine, et ils en ont trouvé, bien évidemment. Et donc, une des explications, c'est que l'élite romaine, au fond, est devenue débile, au sens faible, avachie, et n'a plus été capable, à un moment donné, de faire face aux difficultés politiques qui se posaient, ce qui est une explication qui, à mon avis, n'est pas l'explication unique, mais c'est une explication très connue, qui mérite d'être prise en compte. Mais d'autres explications méritent d'être prises en compte. Récemment, un historien qui s'appelle M. Harper, un Américain, je crois, a lui étudié le climat et les maladies sous l'Empire romain. C'est un bouquin tout à fait passionnant, je vous le recommande. Et il montre comment il considère, cet Harper, qu'autour de l'an 150 après Jésus-Christ, l'Empire romain a dépassé ce qu'il appelle l'optimum climatique et commence à vivre une phase de réchauffement climatique comme nous vivons, c'est intéressant d'ailleurs, avec des maladies qui apparaissent, notamment la peste antonine, et qui vont créer d'importants troubles démographiques et des crises économiques à répétition avec, d'une certaine façon, une angoisse existentielle qui apparaît parce que la vie est de plus en plus dure et se nourrir est de plus en plus compliqué. Et ça, on peut penser que l'Empire romain a subi une crise économique, certaine, une crise agricole, frumentaire, hein, d'approvisionnement en nourriture qui explique son affaiblissement. Euh, il y a un phénomène très important dans tous les cas, c'est l'avachissement culturel des Romains. C'est-à-dire qu'au tournant de l'an 200, l'élite romaine ne rentre plus dans l'armée, hein, ne fait plus son service militaire, ne s'engage plus dans les légions. Petit à petit, l'armée devient une armée de Germains, hein, ou de barbares, mais très souvent des Germains. Les meilleurs régiments de l'armée romaine se trouvent dans l'actuelle Autriche-Hongrie, hein, ce qu'on appelle la Pannonie et l'Illyrie. Et donc progressivement, l'élite romaine n'a plus envie d'assumer son identité, c'est-à-dire que ce qui a fait l'Empire romain, ce sont les victoires militaires, beaucoup plus que le rayonnement culturel ou intellectuel. Et ce qui a fait la force de l'Empire romain, petit à petit, part en quenouille, c'est-à-dire que les Romains n'y croient plus, ils se laissent vivre, ils boivent du vin, ils mangent des bons plats, ils profitent de leurs terres, de leurs grandes fermes, de leurs grandes maisons, de leur économie latifundiaire, comme on dit, comme au Brésil aujourd'hui, par exemple, et ils n'ont plus l'énergie vitale de s'affirmer et de défendre leur empire. Et cette énergie vitale, c'est progressivement les barbares qui vont la défendre. Donc, j'en dirai quelques mots, je ferai un épisode sur comment les barbares ont sauvé l'Empire romain pendant 200 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fond, la chute de l'Empire romain d'Occident, hein, je souligne, l'Empire romain d'Orient vit 1000 ans de plus, et on n'en parle jamais. Mais l'Empire romain d'Occident s'effondre, non pas à cause des barbares, mais à cause des Romains eux-mêmes et de leur avachissement, qui a une histoire qui s'explique. Et cet avachissement, il va donner notamment lieu à des passages zémouristes, c'est-à-dire que quand on étudie la vie politique, ou à Rome ou à Constantinople, à partir de l'an 150-200, on s'aperçoit que la question de la place des barbares dans la gestion de l'Empire, dans l'organisation de l'Empire, devient un sujet de controverse, et qu'une élite romaine réclame la purification, de certaine façon, le retour aux valeurs ancestrales, le retour à une romanité, si vous voulez, et que chaque épisode, chaque prurite identitaire se transforme en un abaissement de l'Empire parce que ça conduit l'Empire à se mettre à dos un certain nombre de barbares qui font l'Empire. Je ferai notamment un épisode
consacré à Stylicon, qui était en quelque sorte le premier ministre de l'empereur Honorius, qui était un empereur faible. Et Stylicon a finalement été écarté du pouvoir. Et Stylicon, c'est celui qui a sauvé l'Italie contre les invasions barbares. Stylicon était un barbare lui-même. Stylicon était un Autrichien. Il a sauvé l'Italie d'une invasion germanique. Et il sera finalement écarté pour complot. Euh, ce genre d'épisode, c'est un étranger, il faut se méfier de lui, euh, se traduira par une rébellion des barbares contre l'Empire lui-même, qui affaiblira l'Empire beaucoup plus vite que les invasions barbares elles-mêmes. Donc c'est d'une certaine façon l'incapacité des Italiens, si j'ose dire, hein, des Romains d'origine, des Romains de souche, à, à s'assumer comme grand peuple. C'est leur ravachissement général, leur paresse, leur goût du confort, leur absence, leur perte d'énergie vitale qui explique l'Empire, la destruction de l'Empire d'Occident, et qui explique son affaiblissement dans la durée face à des barbares qui, au fond, ont, eux, envie de préserver un empire qui les traite plutôt bien et dont ils tirent profit, hein, face à des royaumes germaniques qui vont apparaître et qui seront parfois plus chaotiques. On rappelle quand même à cette occasion, mes amis, puisque je vois beaucoup de commentaires, excusez-moi, mais quand on ne connaît pas un sujet, il faut éviter de commenter en affirmant des choses qui sont ridicules. Je le dis, si les Français veulent relever leur pays, il faut qu'ils fassent des efforts intellectuels. Voilà. Et donc, je lis un truc j'écoute un Vérin qui me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre. Donc j'explique que c'est un con, il n'a rien compris. Dites pas tout ce qui vous passe par la tête si ça ne repose sur rien, hein. Donc je le redis parce que j'ai lu beaucoup de commentaires qui, moi, m'expliquaient, moi je suis d'origine franque, j'ai grandi à Liège, qui est la ville de naissance de Charlemagne, et c'est Charlemagne qui a transformé la Gaule en France. Et je lis des commentaires de débiles mentaux qui me disent: vous n'êtes pas vraiment français. Mais enfin, je suis plus français que vous, hein. Un liégeois est plus français qu'un français. Nice a été rattaché à la France il y a 100 ans. Je suis plus français que Ciotti. Donc quand vous me dites vous n'êtes qu'un français de papier, vous êtes un étranger, ne vous ridiculisez pas. Je rappelle à cette occasion, hein, que si la Gaule s'est transformée en un État moderne, celui que nous connaissons qui s'appelle la France, c'est pas grâce aux Gaulois qui étaient des cégétistes, ce qu'on voit dans Astérix, des mecs, des grandes gueules qui bossaient pas beaucoup, hein, comme beaucoup de Français aujourd'hui. Si la Gaule est devenue un État moderne qui s'est appelé la France, c'est grâce aux Francs, c'est-à-dire aux tribus germaniques qui ont envahi la France. Donc je vois là aussi un certain nombre de gens qui me disent: mais la France n'est pas un pays d'immigration. Ben, si la Gaule s'appelle la France, c'est parce que ce sont des immigrés qui l'ont sauvée des Français incapables de s'organiser. C'est-à-dire que la disparition de la France, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est passé en Gaule, et les Gaulois ont à l'époque montré qu'ils étaient tous des grandes gueules comme les Français d'aujourd'hui, incapables de s'organiser comme les Français d'aujourd'hui. Et donc si la Gaule est devenue un grand État moderne, une grande puissance moderne, c'est grâce aux immigrés, aux étrangers, et en particulier aux Francs qui venaient probablement de Souabe ou de la vallée du Rhin. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, souvenez-vous d'où vous venez, les Gaulois. Vous avez déjà déconné il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, vous avez déjà mis votre pays par terre. Ne recommencez pas aujourd'hui avec vos conneries de l'étranger est un méchant, nous sommes tellement bien, on bosse tellement, etc. Je vous assure, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Et donc, on le redit, face à l'incapacité des Gaulois à s'organiser, face aux Romains d'abord, face aux barbares ensuite, aux Germains, ce sont les Germains qui ont transformé la Gaule en État moderne contre les Gaulois eux-mêmes. Voilà. Allez, je fais
Je vais faire un épisode sur Stilicon parce que je trouve que l'histoire de Stilicon est tout à fait intéressante. C'est l'histoire d'un immigré qui a sauvé l'empire contre la caste romaine incapable de défendre l'empire et qui a affronté les Germains pour sauver l'empire. Je vous fais un épisode sur Stilicon, ça me démange.